Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, il sera question de transport adapté, en fait, les difficultés que connaît le transport adapté dans la région. On va en parler donc en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, comme invité, j'ai la députée fédérale du comté de Saint-Jean, Mme Christine Normandin, avec qui on va faire un bilan de la dernière session et aussi de ses 5 ans à titre de députée de Saint-Jean. Mme Normandin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'accepter l'invitation. D'abord, avant d'aborder ces sujets-là, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient dans votre cas, là, au niveau personnel, au cours des prochaines semaines. Là, hein? Oui, jour, semaine, là, à partir de maintenant, tout est possible. J'attends un petit cadeau de Noël sur le sapin qui commence à apparaître un peu plus d'ici le 20 décembre. Donc, mon premier enfant, un petit garçon, une petite fille, ça, c'est une surprise encore, mais en santé pour l'instant, puis tout va bien. Donc, c'est ce qui va m'occuper pendant le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Et probablement, et par la suite aussi. Oui, ça a l'air, c'est jusqu'à plusieurs années. Oh, là. On est parents à vie. Et voilà. Oui, je peux vous le confirmer. Donc, on en parlait un peu avant l'entrevue. Là. Ça a été une session mouvementée à Ottawa, particulièrement hors de la Chambre des communes. Il y a plusieurs dossiers. Comment vous qualifieriez la dernière session qui va se terminer au cours des prochains jours? Ah, mon Dieu, cacophonique, je pense que c'est le mot qui ressort le plus. Puis plus on approche de la fin de la session, plus c'est le cas. Là, il y a quand même énormément de tensions en Chambre. Puis malheureusement aussi, parfois, une ambiance un peu toxique qui s'est mêlée à ça. Là, on est à l'approche d'une élection. Là, les tensions augmentent. Donc, ça a été particulier. Et curieusement, pendant ce temps-là, pourtant, les travaux de la Chambre sont paralysés. Oui. Donc, dans la Chambre, il ne se passe à peu près rien au niveau législatif, mais à l'extérieur de la Chambre, on a eu des rumeurs d'élections, on a eu des tergiversations, un petit peu de négociations à gauche, à droite entre les partis. Donc, ça a été une session curieuse, mais chargée. Oui, c'est ça. Et comment le Bloc a manipulé ça? Parce qu'au début, il y avait l'entente avec le NPD, entre le NPD et les libéraux. Là, le NPD s'est retiré de l'entente et là, le Bloc est devenu l'espèce d'opposition officielle, si on peut le dire, parce que c'est le Bloc qui va décider, en fait, de ce que les libéraux vont faire au niveau législatif. Donc, comment vous vivez avec ça? Bien, on a comme repris une forme de balance du pouvoir là, à ce moment-là, quand le NPD a décidé de déchirer l'entente. Et on est redevenu pas mal intéressant, je vous dirais, même pour le Canada anglais. Le Bloc québécois n'a jamais autant donné d'entrevues à l'extérieur du Québec. J'en ai fait quelques-unes. Donc, on a décidé d'être cette voie raisonnable-là qui portait des dossiers très précis, mais des dossiers consensuels. Donc, on a fait le choix du dossier de la gestion de l'offre, puisque le projet de loi était déjà tellement avancé qu'il était même rendu au Sénat, et le choix de la fin de l'inéquité entre deux classes d'aînés, inéquité qui avait été créée par les libéraux, mais pour lesquelles notre projet de loi visant à ramener cet équilibre-là était déjà aussi très avancé en chambre consensuelle. Bon pour le Québec, mais bon, au passage aussi pour l'ensemble des Canadiens. On s'est dit, ça faisait pas vraiment matière à chicane. Donc, on s'est dit que c'était nos conditions pour un soutien aux libéraux. Bon. Il n'y a pas eu les libéraux, je pense, là, au niveau de l'accord avec les aînés, c'est pas tout à fait réglé, je pense, ce niveau-là. On est encore un partenaire de danse potentiel, puis ça reste dans notre narratif aussi pour la suite des choses. Là, il y a eu des discussions, vous l'avez peut-être vu, sur le 250 $ qui s'en venaient. Nous, on dit, bien, si les aînés ne font pas partie de ceux qui reçoivent ces chèques-là, nous, c'est impossible qu'on appuie la mesure. On en a fait un cheval de bataille. Et au niveau de C-282, sur la gestion de l'offre, le travail se fait encore au Sénat. On est même allé faire un point de presse au Sénat, ce qui était une particularité pour le Bloc québécois. C'était jamais arrivé. Et on a développé des bonnes relations même avec certains sénateurs qui poussent dans le même sens que nous. Et on a forcé aussi plusieurs membres du gouvernement de M. Trudeau à agir aussi, à mettre de la pression sur ce dossier-là. Et dans le contexte de l'élection américaine, c'est d'autant plus important qu'on le fasse. Bon, on parlait du 250 $. Est-ce que c'est un peu pour ça la raison pour laquelle les libéraux ont reculé sur le chèque de 250 $? Parce que la loi maintient le retrait de la TPS pour 2 mois, mais ne comprend pas le chèque de 250 $. Mais c'est jusqu'à la journée du dépôt la semaine dernière du projet de loi, mercredi passé. On ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans exactement. Il y avait eu une annonce qui avait été faite par le gouvernement, qui avait la TPS puis le 250 $. Mais on ne savait pas si ça allait être les deux ensemble, les deux scindés, un ou l'autre. Mais effectivement, ça a soulevé un tollé, le fait que les personnes sur l'aide sociale,
mentale, que les personnes handicapées, que les personnes aînées étaient exclues de la mesure. On a l'impression que le NPD s'est peut-être un petit peu mouillé trop rapidement sans trop savoir sur quoi il allait appuyer le gouvernement sur celle-là. Puis après ça, il a fallu qu'ils remettent un peu de pâte à dents dans le tube, voyant que c'est pas tout le monde qui était couvert. Les libéraux ont dû le sentir et se sont probablement dit, bon, on va pas se mettre dans l'eau chaude maintenant, risquer de faire battre cette mesure-là. On va au mieux la reporter à plus tard. Oui, c'est ça. Donc, c'est reporté à plus tard avec peut-être des modifications, là. On verra. Je suis pas dans la tête du gouvernement, et grand bien m'en face. Donc, on va attendre qu'est-ce qu'ils vont faire, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On va parler de dossiers maintenant régionaux. Vous êtes porte-parole de la Défense pour le Bloc québécois. Et je pense que les 2 contrats obtenus par Rheinmetall au cours des dernières semaines, là, évidemment, c'est un bond pour la région. C'est une nouvelle économique là, de grande envergure. Là. On parle vraiment de 400 millions. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Effectivement, pour la région, ça permet de faire rayonner une expertise typique à Saint-Jean, de créer des emplois aussi, d'attirer des cerveaux, parce que c'est un contrat de longue haleine. Quand même, et qu'il y aura plusieurs étapes. Donc, on risque d'attirer peut-être des nouvelles familles à Saint-Jean, quoique c'est pas comme si on avait trop de logements à remplir, mais bon, c'est quand même une belle expertise qu'on maintient à Saint-Jean, mais c'est aussi une bonne nouvelle au niveau des investissements en matière de défense. Là. C'est un dossier qui rejoint à la fois mon travail comme député local, mais aussi comme porte-parole au niveau plus national en matière de défense. On souhaite qu'il y ait un réinvestissement du fédéral en matière de défense dans le contexte géopolitique actuel. L'Arctique qui devient une voie de passage qui va être de plus en plus convoitée, des acteurs non amis, pour dire le mieux, la Russie, la Chine, de plus en plus présents sur la scène internationale et sur notre territoire. Le conflit en Ukraine aussi qui s'éternise, pour lequel on ne peut pas abandonner ce qui est un potentiel allié de l'OTAN en devenir et qui marque une frontière entre les régimes autoritaires et la démocratie. Donc, dans ce contexte-là, on a besoin de réinvestissement en défense et ça envoie quand même un bon signal. Oui, parce que la région est quand même considérée comme une région là, avec la base militaire, le collège et tout ça. Donc, c'est une région implantée en défense et je pense que ces contrats-là pourraient amener d'autres choses éventuellement. On le souhaite. C'est évidemment, le fait qu'on soit une ville garnison au niveau de la préparation des militaires, c'est une chose, mais il y a tout le complexe industriel, militaro-industriel qui gravite autour, qui est important. Et on fait beaucoup de pression sur le gouvernement, notamment par le biais du Comité de la Défense, pour qu'il y ait une révision du système d'approvisionnement. Parce qu'on a beau avoir les meilleures entreprises, les meilleures technologies développées ici, encore faut-il que les contrats descendent, que le gouvernement soit capable de signer rapidement des contrats, qu'on ne passe pas par 1 million de niveaux de paperasserie épouvantables, ce qui est le problème présentement, et qui empêche qu'on développe des expertises qui, dans certains cas, vont bénéficier à d'autres pays avant de bénéficier localement à l'armée canadienne. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de le faire, là, puis ça semble sur la bonne voie. Il faudrait juste accélérer le pas. OK. Vous parliez de la situation géopolitique. Il y a un nouveau gouvernement, en fait, un nouveau président aux États-Unis qui exige que le Canada investisse 2 de son PIB dans l'OTAN. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a des discussions qui vont se faire probablement. Est-ce que vous, vous le souhaitez? Et 2, quelles seraient les répercussions de cette décision-là, advenant le cas? Bien, en fait, le 2 il ne faut pas l'atteindre juste parce que le président élu Trump le demande. C'est un engagement du Canada depuis 2014. Donc, sous les conservateurs, une décision qui a été prise à l'OTAN d'atteindre le 2 qui était à l'époque un plancher, qui était à l'époque un plafond plutôt, et qui maintenant est plus vu comme un plancher. Là, c'est vraiment un minimum, le 2 Donc, il faut le faire parce qu'on se doit d'être un allié crédible à l'international. Et comme je le disais, bon, la situation géopolitique est un enjeu. Le problème, c'est que le fédéral, le gouvernement, à chaque fois qu'il l'annonce, n'est plus crédible. Au printemps, le gouvernement Trudeau a annoncé sa mise à jour de la politique de défense et a annoncé qu'on n'atteindrait pas le 2 à ce moment-là, qu'au mieux, on allait atteindre 1,76 ce que le directeur parlementaire du budget, qui est l'organe indépendant qui analyse les chiffres, est venu dire qu'il n'était pas réaliste. On est plus dans l'ordre de 1,5, donc vraiment loin de l'atteinte de l'objectif. Puis là, tout d'un coup, on sort un lapin de notre chapeau au mois de juillet, au sommet de l'OTAN à Washington. Le premier ministre Trudeau dit « Ah non, on va l'atteindre, le 2 finalement, mais on va l'atteindre
plus tard, dans une dizaine d'années, alors qu'on sera probablement plus au pouvoir nous-mêmes. Donc, il y a un petit déficit de crédibilité là-dessus, ce qui fait que, curieusement, le Bloc québécois est présentement le seul parti à vraiment pousser pour l'atteinte du 2 %. C'est sûr que ça va prendre des décisions, il va falloir prendre des décisions difficiles pour y atteindre, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais dans le contexte actuel, c'est une décision qui est un peu un incontournable. Oui. Donc, il y a des négociations, mais comme vous le mentionnez, mais vous disiez que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau président qu'on devrait atteindre, mais je pense que Donald Trump va quand même insister davantage pour que le Canada atteigne ce plateau-là, contrairement peut-être au président Biden. Oui, et autre chose aussi, à travers tout ça, il y a également le soutien à l'Ukraine. On peut peut-être penser que les États-Unis pourraient se désintéresser de ce qui se passe en Ukraine, ce qui va mettre plus de pression sur l'ensemble des alliés de l'OTAN, parce que les États-Unis, à eux seuls, c'est la moitié de l'aide militaire à l'Ukraine. Si eux s'en désintéressent, bien, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles, le reste de l'Alliance, notamment en Europe, mais le Canada aussi, qu'on accélère, entre autres, certaines choses comme la production de munitions 155 mm. On a des usines qui sont capables d'en produire au Québec, mais ça fait des années qu'elles attendent des contrats officiels du gouvernement pour pouvoir investir dans des changements d'infrastructures pour adapter la capacité de production, mais le gouvernement est un peu lent à réagir. Et ce serait une bonne chose pour nous aussi, parce que même notre capacité à produire est importante. Tout ce qu'on envoie à l'Ukraine, bien, on ne l'a pas pour nous et on en a besoin. Exact. On va revenir chez nous. Il y a eu des rencontres citoyennes au cours des derniers jours. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres-là avec les citoyens de la circonscription? Mais moi, c'est toujours une belle occasion d'aller voir sur le terrain qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les intéresse. Ça se veut un dialogue, parce qu'autrement, des fois, on a plus l'impression qu'on envoie de l'information, mais on veut aussi avoir de la rétroaction. On veut offrir la possibilité aux citoyens de venir nous voir, de nous parler, de nous poser des questions. Donc, ce qui en ressort, c'est que, bien, grosso modo, j'ai l'impression que les sujets qu'on avait lancés comme piste de réflexion, de discussion, étaient des sujets qui intéressaient la population. On a parlé beaucoup d'immigration. Évidemment, on est une circonscription frontalière, donc c'est un enjeu qui est revenu souvent. La situation des aînés aussi, le pouvoir d'achat qui diminue et le dossier qu'on porte comme cheval de bataille, c'est revenu. Donc, c'est principalement les enjeux qui sont ressortis, mais des questions d'environnement aussi, des questions d'agriculture. Donc, on était là pour répondre à toutes les préoccupations des citoyens. C'est un bon canal d'échange. C'est une activité que j'aime beaucoup faire. Oui. Parler de la frontière, justement, bon, ça, c'est un autre dossier chaud à Ottawa. Qu'est-ce que le Canada doit faire avec les menaces de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers de 25 Il veut que le Canada augmente sa sécurité aux frontières. Qu'est-ce que le Canada doit faire? Est-ce qu'il doit répondre aux menaces de Donald Trump? Bien, en fait, nous, même avant les menaces tarifaires de Donald Trump, même avant l'élection du 5 novembre, on avait tiré la sonnette d'alarme. Parce qu'on se souviendra, ce qui avait créé le chemin Roxham la dernière fois, c'était Donald Trump qui avait menacé d'expulser plusieurs migrants, notamment les Haïtiens qui étaient en territoire américain depuis le tremblement de terre à Haïti. Donc, nous, on l'anticipait qu'il y avait une possibilité, si Donald Trump était réélu, qu'il y ait un nouveau mouvement migratoire. Donc, nous, on demandait déjà de réinvestir au niveau d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada pour le traitement des demandes d'asile, parce que là, on est dans l'ordre de 5 à 7 ans avant de traiter un dossier. Si on en rajoute sur la pile, ça va prendre combien de temps? 10, 15, 20 ans avant de traiter des dossiers. Demander aussi un réinvestissement au niveau de la sécurité de la frontière. Au mois de juin, on avait à peu près 120 agents pour couvrir le territoire autour du chemin Roxham, incluant le nôtre, et on est passé à 6. Dans ce contexte-là, il ne faut pas diminuer les effectifs, il faut les augmenter. Donc, ça fait partie des signaux d'alarme qu'on a fait connaître. Et ils sont d'autant plus vrais que c'est devenu aussi un prétexte pour l'augmentation des barrières tarifaires. Il y a même des douanes dont les heures d'ouverture ont été diminuées. C'est probablement à cause du manque d'effectifs et tout ça. Mais c'est ça, on se retrouve dans une situation où on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire, puis pas parce qu'on n'a pas d'indicateur à l'effet qu'il y a un enjeu potentiel
potentiel. Au début, on s'est fait dire, vous essayez de faire peur aux gens, vous criez aux loups. On dirait que c'est devenu un peu plus crédible avec, avec les menaces de 25 %. Mais on avait déjà des échos du terrain d'avocats en immigration, d'organismes communautaires, de gens qui nous disaient, les passeurs, eux, sont prêts. Ils sont en train de préparer des sacs à dos pour des gens qui pourraient vouloir traverser la frontière et se cacher pendant 14 jours parce qu'il y a eu une modification à l'entente sur les tiers pays sûrs. Si quelqu'un réussissait à être sous le radar pendant 14 jours avant de faire une demande d'asile, on ne pouvait pas demander à ce qu'il retourne aux États-Unis. Donc, on voyait que tout ça était en train de s'organiser, mais on disait, bien, il faudrait qu'on soit un petit peu plus près que ça, là. Vous avez élaboré tantôt le manque de logement. Bon, c'est une crise, bon, c'est provincial, mais je pense que Ottawa peut en faire un peu plus. Je pense, en tout cas, les municipalités souhaitent que Québec investisse, mais que Ottawa aussi investisse. Pierre Poilievre en a parlé à plusieurs reprises. Là, il en fait presque un cheval de bataille avec les municipalités. Quelle est votre position là-dessus? Bien, c'est un enjeu qui est hyper important, mais ce n'est pas une excuse pour que le fédéral s'ingère dans les champs de compétences comme Pierre Poilievre est en train de le faire. L'époque où on disait que les conservateurs sont moins interventionnistes dans les champs de compétences du Québec et des provinces, c'est révolu, cette époque-là. On s'ingère maintenant même au niveau municipal. Il faut que l'argent descende sans condition lorsqu'il y a des enveloppes qui sont dédiées au logement. Là, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de chicane actuelle, sauf sur un programme pour la lutte contre l'itinérance et les haltes chaleur pendant l'hiver. Mais les enveloppes ont traîné pendant tellement longtemps. Il y a des enveloppes de 2,3 milliards, par exemple, qui ont traîné pendant 3 ans avant que l'argent descende au Québec. Bien, si on avait pu commencer à construire ces logements-là il y a 3 ans, bien déjà, on les aurait déjà et il aurait coûté moins cher parce qu'il y a eu de l'inflation depuis. Donc, cette chicane constante-là pour pouvoir mettre une feuille d'érable sur le chèque qu'on envoie au Québec, ça sert personne et on le voit dans l'ensemble des domaines. Bon, on peut penser... Je fais du coq à l'âne, mais l'assurance dentaire qui a été présentée comme programme par les libéraux, juste pour pas avoir à transférer d'argent directement au Québec, qui aurait pu utiliser la RAMQ pour administrer le programme, mais ils ont décidé de donner 2 milliards à la Sun Life pour créer de toutes pièces un programme qui, finalement, fait qu'on appelle à tout bout de champ à nos bureaux pour nous dire « ça marche pas ». Donc, c'est la tendance classique, tant des libéraux que des conservateurs, de s'ingérer dans les champs de compétences qui sont pas les leurs et ça coûte plus cher et ça fonctionne moins bien. Je vais terminer avec cette dernière question. À quand les élections? Ah, si j'avais une boule de cristal. Je pense qu'à toutes les semaines, on s'est préparé à ce que ce soit la semaine prochaine, là, depuis le début de l'automne, ce qui fait qu'on est resté sur une forme d'alerte électorale. Mais ce serait surprenant avant le budget, de toute façon? Ce serait surprenant. On s'enligne probablement plus vers le printemps. Peut-être une annonce de budget, un peu comme on a vu la dernière fois, là, un égrenage de mesures. Puis peut-être que c'est ça qui va mener finalement à une élection sans que le budget ait officiellement été déposé. C'est pas impossible. J'ai pas de boule de cristal, mais à voir les annonces qui ont été faites récemment, ça sent les mesures électoralistes. Donc, le printemps est une avenue, mais il n'est pas impossible non plus que ça aille finalement jusqu'à terme, à la fin du mandat à l'automne prochain, ce qui serait la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement minoritaire arrive à la fin de son mandat. C'est pas à exclure, mais nous, dans tous les cas, on est prêts. On était prêts à l'automne, donc raison de plus d'être prêts au printemps ou à l'automne prochain quand ça arrivera. Mais pour le reste, on a une petite partie du contrôle là-dessus, mais on n'a pas la date. J'ai pas de scoop à vous donner là-dessus, malheureusement. Non, je ne m'attendais pas à un scoop, mais peut-être des indications et vous en avez donné. Merci beaucoup, Mme Bernardin, de votre visite. Bonne chance pour ce qui s'en vient. Merci. Et puis, passez un beau temps des fêtes. Bien, pareillement. Voilà, donc on vient après la pause. On va parler de transport adapté dans la région du Haut-Richelieu. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci!
Les usagers du transport adapté dans le Haut-Richelieu ont indiqué récemment vivre certains problèmes. On va en parler avec la directrice générale du regroupement des usagers du transport adapté collectif du Haut-Richelieu, Marie-Jo Cajolet. Madame Cajolet, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord, avant de parler du problème en tant que tel, parlez-nous un peu de l'organisme et de son rôle dans la région. Nous, notre organisme, on est là pour accompagner l'usager. Des fois, l'usager vit des situations un peu désagréable au niveau de son transport. Donc, on est là pour l'accompagner, l'écouter et l'aider si ça va jusqu'à amener une plainte, l'aider à rédiger sa plainte. On est là aussi pour l'aider à remplir sa demande au niveau du transport. Un peu, des fois, l'usager ne sait pas trop comment amener ça à son médecin ou ne connaît pas un peu c'est quoi faire, écrire comme demande. Donc, on l'aide un peu dans tout ça. On répond à ce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas si ils peuvent accepter au transport. Ils ne savent pas un peu c'est quoi les demandes. Donc, on l'aide un peu, l'usager. Vous les encadrez dans le fond. Exactement. Bon, parfait. Donc, je disais récemment, je pense qu'il y a 2 problématiques qui sont ressorties et que vous avez indiquées. Premièrement, le premier point soulevé, c'est les horaires. Les horaires ne seraient pas adaptés, justement, sans faire de jeu de mots, mais adaptés aux personnes qui utilisent le transport adapté. Exactement. Il y a beaucoup... nous, ce qu'on reçoit au niveau des usagers, c'est qu'un peu, ils demandent des heures de transport, puis ils se font refuser leurs heures de transport, que ce soit dans la journée, pour aller à la piscine. Il y en a que ça peut être pareil niaiseux d'aller à la piscine, mais quand tu es en fauteuil roulant, la piscine est une nécessité pour pouvoir continuer à être fonctionnel. Oui, dans la réhabilitation des gens, exactement. Souvent. Donc, c'est pas un luxe. Et même là, on n'est pas là pour juger qu'est-ce qui est un luxe pour une personne ou un luxe pour une autre personne. Donc, ils se font refuser complètement un transport. Des fois, c'est une raison de non-jumelage. Mais est-ce que c'est dû à un manque de personnel, un manque de volonté? C'est quoi, ça non, serait quoi la cause? Non, c'est pas un manque de volonté. On n'est pas là pour dire... des fois, c'est souvent un manque de personnel. Des fois, on ne sait même pas pourquoi que c'est ils ont des refus ou de manque. Pourtant, les autobus sont là. Il y a moins de taxis. Ils disent moins de chauffeurs. Mais il faut qu'on est rendu en 2024. C'est des combats qu'il y avait il y a 15 ans. Si je recule, que quand c'était mon père qui était là, c'était les mêmes combats. Pourquoi qu'en 2024, encore, c'est des combats qu'il faudrait que ça change? Parce que j'imagine que la population qui ont ce genre de besoins augmente, comme partout. Ça l'augmente. Et les services ne s'adaptent pas ou ne s'ajustent pas aux demandes, peut-être. Ça ne s'ajuste pas, juste comme la population est vieillissante. En 2035, même la mairesse du Haut-Richelieu l'a dit, en 2035, ça va être 50 de la population du Haut-Richelieu sera vieillissante. Donc, il va falloir répondre aussi à ces gens-là, parce qu'à un moment donné, ces gens-là ne pourront plus sortir de chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ces gens-là? Puis là, on parle juste du noyau du Haut-Richelieu, mais il y a toutes les municipalités tout autour. Puis il y a les organismes aussi, autres organismes qui font de l'inclusion sociale. Ouais. Ces organismes-là, qui travaillent pour faire de l'inclusion, qu'eux-mêmes ont des problèmes d'avoir du transport pour leur activité. Pour 20 personnes, un vendredi soir, il y a un organisme qui veut avoir 2 cinémas pour 10 personnes chaque, ne peuvent pas avoir de transport. Ah, ouais. Mais ça serait du individuel. On met 20 personnes dans la communauté qui veulent aller chacun dans un restaurant différent. Ils vont avoir quoi, un refus? Mais si c'est un organisme qui organise une activité d'inclusion sociale, ils se font faire un refus. Ouais. On est en 2024. Je comprends le problème. Et l'autre problème aussi, c'est la gestion des plaintes, en fait. Vous désirez un système de plaintes indépendant. Bien, c'est normal. Présentement, les plaintes sont gérées par la compagnie de transport.
Alors que s'il y avait un organisme qui gérait Ou, les plaintes... Bien, peut-être pas un organisme ou un plateau de Ouais, gens je comprends. Ouais. externes qui gèrent ces plaintes-là. Parce que comment qu'on peut dire que c'est... En fait, il y aurait un manque d'objectivité quand c'est la Ben, compagnie de transport. Je crois. Parce que comment qu'on peut dire que la plainte se prend puis elle se met là, puis qu'elle est vraiment bien traitée. Présentement, je ne dis pas que c'est mal traité parce qu'il y a des plaintes qui se traitent puis que nous-mêmes, on envoie puis qui sont traitées. Mais il n'y a pas aussi que le côté de transparence. Parce que de mon côté, j'en reçois des plaintes et je parle avec certaines personnes qui me disent « Hey, Marie-Jo, il se passe ça, j'ai de la misère avec ça. » Puis je rencontre, je me déplace, puis de l'autre côté, on me dit « Non, tout est beau, non, tout est beau, tout est beau. » Mais là, je comprends plus, là. Oui, je comprends. Fait que c'est autant tout partout. On va au système de police. Si la police, il arrive quelque chose, c'est pas leur propre système qui va enquêter. Ça va être un autre système de police qui va enquêter. C'est la même chose. Mais, et actuellement, ça bloque. Là. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture parce que je pense que vous auriez souhaité une rencontre avec la Ville. Nous avons rencontré le système de transport, que eux, pour eux, tout est beau. Mais il n'y a aucune rencontre avec la mairesse qu'on a pu faire avec nos demandes. Nous, on ne veut pas travailler avec... contre eux. On veut travailler avec eux. On veut être dans la solution ensemble pour que ça soit mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ça y aille mieux? Pour que ces organismes-là qui font de l'inclusion, qui font un beau travail, qui aident des gens à se remettre sur un système c'est beau ce qu'ils font, d'apprendre à faire un budget et tout ça, mais ils ont besoin d'avoir un transport. Il faut trouver des solutions ensemble. Donc, la solution, ce serait peut-être, pas une table de concertation, mais une espèce de table là, réunissant les organismes qui pourraient... Il existe déjà une table de transport, puis tout ça, mais il faut aller plus loin. Il faut que les gens qui sont dans les régions, Saint-Alexandre, La Colle, Cowansville, qui ont des problèmes de transport, c'est pas normal qu'il y ait un transport le matin et le soir et c'est tout. Si la madame a un rendez-vous médical à midi, elle va à son rendez-vous médical à midi, mais elle peut juste revenir à 4 heures. Oui. Donc, il doit y avoir une volonté au niveau des compagnies de transport, de la Ville et des municipalités. Là, on ne parle pas juste de Saint-Jean, mais des municipalités du Haut-Richelieu pour justement trouver une solution. Oui, parce que les municipalités aussi désirent avoir une solution. C'est normal. Bien, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut penser... les changements qu'on demande aujourd'hui, ils ne seront pas des changements pour aujourd'hui, c'est pour le changement pour notre futur. Oui. Parce que les changements qu'on a présentement, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont demandé il y a des années, puis qu'on les a aujourd'hui. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pour notre futur. Il faut penser à nos enfants, puis à notre population qui vont vieillir, puis qu'il faut faire ces demandes-là. Mais Mme Cajolet, on va espérer que votre appel sera entendu et que le tout se règle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette tribune TVHR pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.